Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et ensemble, on va bien sûr parler des Alouettes là, qui ont maintenant 4 victoires de suite. Les hommes de Jason Maas présentent un dossier de 6 victoires et une défaite et ils vont jouer vendredi à Ottawa contre le Rouge et Noir. On va faire le tour des actualités du côté de la NFL, étant donné que les camps d'entraînement sont commencés. Puis il y a plusieurs joueurs là, qui ont fait sauter la banque au cours des derniers jours. On va terminer l'épisode en jasant de fantasy football comme on le fait à toutes les semaines. Marc-André va nous dévoiler ses choix à la position de porteur de ballon de joueurs qui pourraient éclore cette année ou qui pourraient peut-être potentiellement être des flops. Alors, sans plus tarder, Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de jaser des Alouettes, on va inviter les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux. Exactement, on est partout. On est sur YouTube, évidemment, via Didier Orméjus, le sac du corps. Cliquez sur la petite clochette en haut à droite de votre écran ou de votre cellulaire pour vous abonner. On est sur, évidemment, on a une page Facebook, Didier, le sac du corps. On a une page Instagram, le sac du corps également. Abonnez-vous également. Et on est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts. Laissez-nous 5 étoiles au passage. C'est grandement apprécié. Oui, et puis je vous invite également à partager nos publications avec vos amis qui sont des mordus de football. Les camps d'entraînement de la NFL sont commencés. Nous, ça fait déjà un mois qu'on a commencé à faire nos avant-goûts de division de la NFL. Alors, on a 2 épisodes pour vous à toutes les semaines. Alors, on vous invite à partager ça avec vos amis qui sont des mordus de football, autant de la Ligue canadienne que de la NFL. Alors, Marc-André, oui, les Alouettes, hey, fiche de 6 victoires et une défaite. Encore une fois, ça a été un autre match très serré jusqu'au quatrième quart lorsqu'ils ont été en mesure de vaincre leurs rivaux de section la semaine dernière, les Tiger Cats de Hamilton. C'est simple, les Alouettes ne peuvent pas gagner un match facilement. Ils doivent tout le temps avoir du suspense jusqu'à la dernière possession. En tout cas, c'est vraiment du football en le vent. 31-18 la marque finale contre les Tiger Cats, mais le score là, ne dicte en rien l'allure du match. Ça a été quand même serré durant toute la rencontre. Didier, pensais-tu un jour, Didier, que dans ce podcast, on allait parler du jeu au sol des Alouettes qui s'est imposé? Moi, je me pince encore, j'ai de la misère à le croire. Mais oui, le jeu au sol avec Travis Tice en tête ont connu toute une soirée. Oui, encore une fois, Travis Tice, qui pour la deuxième fois de sa carrière, en fait, pour un deuxième match consécutif, a amassé plus de 100 verges au sol. Il a inscrit un touché. Puis, il faut donner crédit encore une fois à la ligne à l'attaque, là, parce qu'on crée des brèches pour lui. Puis, c'est vraiment une bonne nouvelle, Marc-André, de voir que les Alouettes peuvent gagner des matchs de façon différente. Tu sais, pas juste des matchs à haut pointage comme on a vu depuis le début de la saison. Là, ça a été un match serré, comme on vient de dire. La défense a fait du bon boulot. Mais l'attaque aérienne n'a pas été capable de se mettre en marche. Puis, tu l'avais souligné la semaine dernière, tu disais que la défense des Tiger Cats était nettement améliorée. Et c'est ce qu'on a vu là, pour la première fois de la saison. Davis Alexander a passé pour moins de 300 verges. Tyson Philpott a connu un match tranquille. Et également, puis lorsque j'avais parlé à Davis Alexander à la veille de la rencontre, je lui avais posé des questions sur la défense des Tiger Cats. Puis il m'avait dit, écoute, l'unité défensive de Hamilton, c'est celle qui nous a donné le plus d'ennuis depuis le début de la saison. Il faisait référence au premier duel entre les deux équipes lors de la première semaine d'activité. Encore une fois, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Lors du premier match de la saison, l'attaque des Alouettes avait connu un lent départ, mais en deuxième demi, elle avait été capable de trouver son rythme pour finalement mener les Alouettes à la victoire. Mais là, pendant 60 minutes, on en a eu plein les bras contre Hamilton, mais il faut donner crédit à l'unité défensive des Tiger Cats. Effectivement, Travis Tice, 19 courses à lui seul. Il y a eu 21 opportunités durant la rencontre. Ça, c'est pas rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un porteur de ballon avec autant d'opportunités chez les Alouettes. Plus de 150 verges et surtout 5 matchs de suite avec un touché. On en parlait la semaine dernière, Oui. Didier. Si je suis Stevie Scott, là, je commence à être stressé. Ah, ben c'est ça, hein. Tu sais, au football, on dit tout le temps d'être disponible. C'est la qualité première de tout joueur de football, tu sais, de ne pas être blessé, d'être présent semaine après semaine. Puis malheureusement, dans le cas de Stevie Scott, ben, il n'est pas en mesure de faire. Mais tu sais, je regardais Tice, la façon dont il courait avec le ballon, tu sais, la vision qu'il démontre.
Le fait qu'il est très difficile à plaquer aussi. Puis, tu sais, j'en parlais la semaine dernière, tu sais, dans les trois facettes de jeu, là, il est en mesure d'exceller, que ce soit courir avec le ballon, de bloquer, d'attraper des passes en sortant de champ arrière. Je me pose la question, il n'est pas un meilleur porteur de ballon que Stevie Scott? Et le fait qu'il n'est pas Euh, souvent blessé comme Scott aussi. il est Tu sais, moins parce que. imposant physiquement, mais Mhm. il est tout aussi robuste, en fait. En fait, je l'adore, Travis Scott. Travis Scott. J'ai comme fait un mix des deux. Euh, Ouais, c'est ça. Travis Scott qui est, Et Travis Scott, qui est un qui est un rapper en plus, qui est une vraie personne qui Oui. existe. Travis Tice, je l'adore. Écoute, tu peux pas adorer ce gars-là avec l'intensité à laquelle, écoute, c'est la bougie d'allumage, l'intensité à laquelle il joue. Écoute, ce joueur-là est tout simplement incroyable. Et oui, écoute, force est de constater qu'en ce moment, il a les chiffres pour le prouver, là. Et quoi, 159 verges, marque des touchés à pelleter à profusion. Ce qui est un meilleur porteur de ballon, il est peut-être plus petit, mais il est tout aussi robuste et il fait la différence dans un match. Je trouve ça vraiment intéressant là, ce que Travis Tice apporte aux Alouettes. Il est spécial. Il est Ouais. spécial. Tu sais, puis Scott est un très bon porteur de ballon, mais je ne sais pas si on peut dire de lui, tu sais, qu'il a un quelque chose qui est un peu indescriptible comme Travis Tice. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Des choses pour Tice, s'il peut maintenir le rythme. Tu sais. Il ne va pas marquer des touchés à toutes les semaines. Tu sais, tu viens de dire 5 matchs consécutifs avec au moins un touché. Mais vraiment, de match en match, Travis Tice m'impressionne énormément. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. On devrait commencer à vendre des gilets numéro 5 là, du côté des Alouettes dans les gradins. Là. Ça pourrait être une bonne idée. Parce qu'il pourrait Oui, non, devenir c'est vrai. rapidement un favori des partisans. Un numéro 5 à la position de porteur de ballon, on n'a pas vu ça là. Depuis quoi, Éric Lapointe, dans le temps. Oui, ouais, Éric Lapointe portait le numéro 5 à l'époque. Oui, c'est vrai, là, t'as remonté à loin. Ouais, je pense que c'est le premier porteur de ballon qu'on voit porter le numéro 5, ouais. Si Depuis. on parle maintenant de la défense, Didier, les Alouettes ont quand même bien fait avec Trey Ford, contre Trey Ford, pour contrer surtout la course de Trey Ford. 3 courses seulement pour 24 verges. Mais écoute, le 24 verges, on ne les a pas vus passer parce qu'après après la première demi, là, euh, Trey Ford avait absolument rien au sol. Donc vraiment, on a été efficace. On l'a gardé dans une cage, comme a mentionné Mhm. Geoffrey Quentin-Arcou avant la rencontre. Puis écoute, ça a été positif, puis ça a grandement aidé à la victoire. La défense là, a vraiment bien joué du côté des Alouettes. Oui, puis on en avait parlé la semaine dernière que c'était la chose à faire contre Trey Ford, là, tu sais, étant donné que ce carrière, que lorsqu'il réussit des jeux explosifs, que ce soit au sol ou même par la passe, mais sans raison de ses jambes, c'est très rarement de la pochette, Marc-André. Tu sais, c'est lorsqu'il est en mesure d'improviser qu'il est à son mieux, puis c'est là que les receveurs se libèrent. Donc, on était très conscient de ça du côté des Alouettes, puis on a exécuté le plan de match. C'est une chose d'avoir le plan de match, mais là, des fois, dans le feu de l'action, les joueurs vont oublier leur assignation qui est de contenir Trey Ford, mais là, on a été discipliné. On est arrivé sous contrôle lorsque c'est le temps de s'approcher de lui pour l'amener au sol. Jeffrey Cantarco a réussi un sac du quart, notamment. Alors oui, ça a vraiment été une bonne performance de la part de l'unité défensive des Alouettes. On a fait ce qu'on avait à faire, puis Trey Ford, on a vu à quel point il est limité en tant que passeur. Mhm. Lorsque le moment dans le match est arrivé où il fallait passer le ballon, où on ne pouvait plus miser sur le jeu au sol, il fallait mettre sur pied une séquence, qu'est-ce qui est arrivé? Mauvaise décision de la part de Trey Ford, une interception réussie par Kennedy. Kennedy qui avait réussi une interception également pour toucher cette fois-ci lors de la première semaine d'activité à Hamilton. Alors, Trey Ford nous a démontré qu'il est à ce titre de sa carrière. Il en est quoi, à sa cinquième saison? Il est rendu à 28 ans. Ben, c'est ça. Il est limité en tant que passeur, mais quand même, ça a été toute une bataille que les Tiger Cats ont donnée aux Alouettes. Tu sais, parce que on parlait du fait qu'avec une victoire, les Alouettes allaient s'assurer de remporter la série là, de 3 matchs contre les Tiger Cats, étant donné qu'ils les avaient vaincus lors de la première semaine d'activité. Ben, Hamilton aussi était au courant de ça. Tu sais, puis on ne voulait pas perdre la série contre les Alouettes. On a donné tout un effort, mais heureusement, encore une fois, Travis Stice et la ligne à l'attaque de Montréal, ben, on a vraiment livré un bon match. On en avait besoin. Tu sais. Parlons maintenant des unités spéciales. D'abord, le bon. Du côté des unités spéciales, le retour de Devante Deadman, qui a vraiment eu un impact là, au niveau des retours de beauté.
Ouais, puis on l'a vu hein, dès son premier retour. Écoute, je crois qu'il s'est défait au moins de 3 plaqués. Il est tellement fort physiquement. Tu sais, lorsque tu le vois, Dedmon en personne, tu sais, il a des grosses cuisses, des grosses jambes. Il est explosif. Il avait l'air d'être en pleine forme. Puis oui, il a joué le rôle d'une bougie d'allumage sur les retours de beauté. Il a donné des courts terrains aux Alouettes. Mais encore une fois, tu sais, le manque de constance au niveau des unités spéciales a fait surface lorsqu'on a accordé un retour de beauté pour un toucher à Isaiah Wooden. On en parlait, tu sais, Wooden, c'est un des bons retourneurs de beauté de la Ligue canadienne. Il est très explosif. Puis, on a raté trop de plaqués, là, tout simplement. Écoute, je pense que Wooden s'est débarrassé d'une demi-douzaine de plaqués. Les plaqués ont été ratés Mhm. du côté des joueurs des Alouettes. Alors, ce n'est pas nécessairement au niveau du schéma, mais c'est au niveau de l'exécution avec les plaqués qu'on a ratés. Mais on a réussi à bloquer partiellement un botté de dégagement. Il faut le souligner. Donc, c'est ça. Lorsque je parle du manque de constance des unités spéciales des Alouettes, c'est un peu ce qu'on a vu, Marc-André, le dimanche soir. Mhm. Tu sais, de beaux retours de la part de Deadman. On bloque un botté de dégagement, mais on accorde un retour de botté pour un toucher. Donc, il y a toujours quelque chose, mais du côté des unités spéciales des Alouettes, c'est une question de continuer de travailler afin de peaufiner tout ça. Mais on prend du recul, il y a eu beaucoup plus de positifs au niveau des unités spéciales que de négatifs. En fait, c'est réellement un jeu. Le retour de beauté pour un toucher à Wooden, mais après ça, ben, ça a été une bonne performance à la part des unités spéciales. Et si on se tourne vers le prochain match, maintenant, c'est vendredi, c'est à 19h30. Les Alouettes seront à Ottawa pour affronter le Rouge et Noir. Est-ce qu'il sera surveillé, Didier? J'imagine que le Rouge et Noir, là, qui revient d'une semaine de congé, aimerait bien Mhm. enfin signer un premier gain cette saison. Mais ça ne sera pas facile pour les hommes de Ryan Dinwiddie. Ouais, on ne peut pas tomber dans le piège du côté des Alouettes. C'est simple. Ottawa est la seule équipe qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Tu as parlé du fait qu'Ottawa a eu congé la semaine dernière, alors que du côté des Alouettes, c'est vraiment une courte semaine. On a joué dimanche. On va seulement avoir un entraînement. Ça va être aujourd'hui, mercredi. On enregistre le podcast tôt mercredi matin. Alors, les Alouettes seront sur le terrain du stade Hébert, mais ça va être le seul entraînement de la semaine, Marc-André, parce que jeudi, on quitte déjà pour Ottawa et vendredi, il va y avoir la rencontre. Donc, on ne peut pas prendre à la légère Ottawa. C'est la dernière fois qu'on a vu le Rouge et Noir, on s'est battu une bonne avance contre les Blue Bombers de Winnipeg. Je crois qu'Ottawa menait à un certain moment 23-6. Je me disais, bon, ben ça y est, ils vont aller chercher leur première victoire de la saison. Eh bien, non. On a laissé les Bombers revenir dans le match. On a perdu en prolongation. Puis là, on va sûrement avoir apporté des ajustements durant la semaine de congé. Les Alouettes sont la meilleure équipe là, entre Montréal et Ottawa. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne faut pas tomber dans le piège de prendre à la légère le rouge et noir et le facteur fatigue. Est-ce que ça va venir hanter les Alouettes avec cette très courte semaine comparativement à la formation d'Ottawa qui, elle, sera reposée devant ses partisans, puis on va être désespéré pour aller chercher notre première victoire de la saison. Alors pour les Alouettes, ça va être le début de la rencontre que je vais surveiller, Marc-André. Est-ce qu'on peut Mhm. connaître un bon début de match, prendre l'avance rapidement, parce que je pense que ça pourrait avoir un effet mental sur le rouge et noir. Imagine-toi, là. Tu sais, premièrement, la défaite crève-cœur qu'on a subie il y a 2 semaines du côté d'Ottawa. Là, on a eu 2 semaines pour y penser. On a eu congé. On joue à domicile. C'est une situation avantageuse. Mais ces Alouettes peuvent prendre l'avance 14-0 rapidement. Mentalement, je pense, du côté des joueurs du Rouge et Noir, on risque peut-être là, d'imploser, de se dire, bon, ça y est, encore une fois, on tire de l'arrière, on va perdre un autre match. Alors, si on peut connaître un bon début de match côté des hommes de Jason Match, je pense que ça va rapidement ruiner le moral des joueurs d'Ottawa. Puis on va se dire les vraies choses, là, Didier. On veut un match revanche la semaine suivante contre les Elks d'Edmonton. Avec les deux équipes là, à Mhm. 6-1, je pense que c'est Pierre Vercheval qui faisait la remarque durant le match des Alouettes, le dernier match. On veut un match revanche avec les deux équipes à une défaite au sommet de leur division la semaine précédente. Donc, faut pas trop voir en avant, tu vas me dire, là, du côté des Alouettes. Mais quand Mhm. même, là, je pense qu'on se prépare mentalement à attendre Cody Fajardo, Austin Mack de pied ferme. Ouais. Mais là, ça, c'est la définition de match piège, là. D'une certaine façon, c'est ça que tu viens de donner. Tu sais, Exact. vu qu'on a l'autre équipe avec une défaite tu sais, qui s'en vient à Montréal, la seule équipe qui a vaincu les Alouettes, Cody Fajardo et les Elks. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Donc, les joueurs ne peuvent pas penser à ce duel-là. Moi aussi, j'ai hâte. J'espère que les deux équipes auront seulement une défaite lorsqu'elles vont s'affronter.
Mais il y a Ottawa avant. Il y a Ottawa. Donc, c'est ça, là, lorsque je dis qu'on ne peut pas prendre à la légère Mhm. le rouge et noir, on ne peut pas regarder trop loin en avant parce que c'est la Ligue canadienne de football. Tu le sais, tout peut arriver lors d'un match. Alors, oubliez là, que Edmonton va s'amener à Montréal la semaine prochaine pour se concentrer uniquement sur la formation d'Ottawa qui, d'après moi, va jouer avec intensité, là. Tu sais, on sait que le calendrier les favorise, étant donné qu'ils ont eu congé la semaine dernière. Alors, pour les hommes de Jason Moss, c'est une question de rester concentré afin d'aller chercher une septième victoire en 8 matchs. Donc, vendredi 31 juillet, c'est à 19h30 et c'est à RDS et TSN à la télévision. On a reçu une question, Didier, de Big Matt sur Spotify qui nous dit super balado, encore une fois, les gars. Merci. Merci d'être fidèle au poste à chaque semaine. J'aimerais vous entendre concernant la relation entre la LCF et la NFL. Quels sont, selon vous, les vrais facteurs qui font en sorte que la Grande Ligue est tout le temps inaccessible pour des joueurs qui évoluent au Canada? Lorsqu'un joueur décide de signer avec une équipe de la LCF, j'ai l'impression qu'il s'engage à abandonner son rêve de jouer dans la NFL. Je pense entre autres aux frères Philpott ou même Nathan Ward. Ouais, ben, merci, Big Mac, pour ta question. Je ne dirais pas que c'est inaccessible, la NFL. Au contraire, à tous les ans, il y a des joueurs de la Ligue canadienne qui signent des contrats avec des équipes de la NFL. Il y en a à tous les ans, à toutes les saisons mortes. Donc, non, je ne serais pas prêt à dire que c'est inaccessible. Et dans le cas des frères Philpott, ben, tout d'abord, ils ont un historique de blessures, les deux. Et puis, Tyson est le meilleur des deux, là. Il est meilleur que Jalen Philpott. Mais c'est ça, avec l'historique de blessures qu'il a eu, le fait qu'il a dû faire des remises en forme au cours des dernières saisons mortes, mis à part la saison morte de l'année dernière, il était en forme. Mais c'est ça. Donc, ça fait en sorte que ben, tu ne peux pas auditionner pour des équipes de la NFL. Et pour ce qui est de Nathan Rourke, ben, il a eu sa chance du côté de la NFL. Tu sais, il a fait partie quoi, des Jaguars de Jacksonville, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, notamment. Ça n'a pas débouché pour lui. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas eu une opportunité, parce que je pense qu'il a passé quoi, 1 an et demi ou c'est pas même 2 ans, je crois, au cette formation de la Mhm. NFL. Alors, c'est ça, tous les ans, il y a des joueurs qui ont des opportunités. C'est à eux de la saisir. Je pense aussi que c'est le fait que lorsqu'un joueur, on l'a vu récemment avec Damien Alford, avec Austin Mack, avec Mathieu Betts, même entre autres, je pense que quand un joueur de la Ligue canadienne signe justement avec une équipe de la NFL, mais pour une équipe de la NFL, je veux dire, ce joueur-là, on dirait qu'il faut que ce joueur-là en monte 2 fois, voire 3 fois plus pour impressionner. Parce que du côté de la NFL, oui, on signe ces joueurs-là, c'est bien beau dans les nouvelles, dans les médias, mais je pense que justement, on n'a pas d'attache envers ces joueurs-là. Puis c'est plus facile de libérer par la suite un joueur comme ça qu'un joueur que tu viens de repêcher en cinquième, sixième, septième ronde, par exemple. Puis je Ben pense oui. qu'il y a un peu de ça aussi, dans le sens que on n'a pas investi tant de capital. Puis on se rend compte que finalement, pourquoi garder, je ne sais pas, par exemple, un Damien Alford quand un autre receveur qu'on a signé en cinquième, sixième, septième ronde ou qu'on a repêché fait mieux ou on peut peut-être plus développer parce que souvent, ce sont des joueurs aussi de la Ligue canadienne qui arrivent avec un âge plus avancé, disons, qu'une recrue que tu viens de repêcher. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu ce facteur-là. Les équipes de la NFL ne prennent pas assez, ne sont pas assez attachées à ces joueurs-là. Je pense que c'est un peu une raison qui explique tout ça. Tu as vu ça dans le cas d'ailleurs de Nathan Rourke, qui dit de passer justement d'équipe d'entraînement. Je pense que l'idée est bonne du côté d'un joueur de la Ligue canadienne qui veut faire sa place dans la NFL de demeurer sur l'équipe d'entraînement, non seulement pour le salaire, évidemment, mais aussi pour le fait de rester dans l'engrenage de la NFL. Parce que après ça, tu peux te promener puis peut-être obtenir une chance ailleurs dans la NFL, mais une fois que tu quittes l'engrenage une fois, c'est vraiment difficile d'y retourner une deuxième fois. Ouais, oui, oui, ça c'est très vrai, là. Une fois que tu es sorti de la ligue, d'y retourner, c'est pas facile, là. Mais non, mais c'est un bon point que tu apportes parce que c'est comme si les joueurs qui sont repêchés, ben, les équipes euh, ont plus de temps d'investir en eux, tu sais, avant le repêchage, tu sais, toutes les entrevues qu'elles passent, avant de décider de sélectionner ce joueur-là. Alors, c'est certain que les choix au repêchage ben, partent avec une longueur d'avance comparativement aux joueurs de la Ligue canadienne. Mais encore une fois, je répète, à tous les ans, il y a des joueurs de la Ligue canadienne qui se dénichent des contrats du côté de la NFL. Ce n'est pas nécessairement des joueurs qui jouent à des positions qui sont très vues, comme tu parles de Damon Alford, bon, qui joue à la position de receveur de passe, il est de retour avec les St. Peters de Calgary, mais tu as des joueurs de ligne également, des secondaires de ligne
et tout. Alors non, la NFL est loin d'être inaccessible pour les joueurs de la Ligue canadienne, mais c'est vrai que les joueurs qui sont repêchés par les équipes sont généralement favorisés par ces formations-là. Alors, encore une fois, Big Matt, merci pour ta question que tu nous as envoyée. Puis moi, je vais profiter de l'occasion pour inviter les gens à participer au tournoi de golf de la Société Alzheimer de Montréal. Je suis coprésident d'honneur du tournoi de golf de la Société Alzheimer. Et ce tournoi de golf va avoir lieu mardi, le 18 août. Alors, ça arrive, ça s'en vient à grands pas au club de golf Whitlock. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de participer au tournoi de golf, je vous invite tout de même à aller sur le site de la Société Alzheimer de Montréal afin de faire un don. Ce que la Société Alzheimer fait, c'est qu'elle vient en aide aux gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais également à leurs proches aidants. Et la population est vieillissante, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de troubles neurocognitifs. Ma mère souffrait d'Alzheimer, alors c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur cette cause. Alors, je vous invite à aller faire un don ou si vous aimez jouer au golf, venez faire un tour au club de golf Whitlock. Allez sur le site pour vous inscrire au tournoi de golf de la Société Alzheimer de Montréal. Je vous rappelle que le tournoi de golf va avoir lieu mardi le 18 août. Alors, on va se tourner maintenant du côté de la NFL, Marc-André, parce que ça a bougé lors des derniers jours. Il y a eu au niveau des actualités, bon, bien sûr, le début des camps d'entraînement, les 32 équipes de la NFL ont commencé leur camp d'entraînement. Tous les joueurs se sont rapportés à leur équipe. Mais avant qu'on fasse le tour des actualités, on va inviter les gens à s'abonner, à participer à notre pool NFL 2026 qu'on a lancé la semaine dernière. Exactement, exactement. C'est très simple. Vous avez simplement à sélectionner lors de chaque match, de sélectionner le gagnant semaine après semaine. Et vous allez voir également, vous allez vous gonfler une fiche, vous montrer une fiche. Donc, on invite les gens à s'abonner. C'est bien, bien le fun. Puis écoutez, ça va vous aider aussi. On va faire des prédictions à chaque semaine. Là. On va s'attarder sur chaque match. Puis avec Oui. le pool, là, je trouve que c'est un beau complément là, au podcast de faire ce petit pool-là amical. Ben oui, puis de comparer nos choix également avec les Ça auditeurs en vient du en passant. podcast. Pardon? Je pense que ça s'en vient. Je pense que c'est dans quoi? Dans 8 dimanches ou 9 dimanches que j'ai vu que ça commence, la NFL. Ah oui, oui, ça arrive vite, là. Moins que ça, là, je pense, en termes de dimanche. En tout cas, regarde, c'est Ah non, possible, moins là. que ça. On est pas. Ben oui, 4, c'est ça. 5, Écoute, ouais, on est ouais. presque le 1er août déjà. On s'en va au Ouais, mois ouais. d'août, Marc-André. Ça Non, passe vite. j'étais C'est dans le fou, ça champ. passe vite. J'étais dans le champ. Ouais, c'est ça. C'est que ça passe vite. Tout ça pour dire, alors, on invite les gens à participer à notre pool, juste à trouver le lien sur nos publications, que ce soit via la page Facebook, le compte Instagram également du podcast. En fait, c'est dans la bio du compte Instagram du podcast et dans mon compte personnel, il y a le lien afin de participer au pool 2026 du podcast. Bon, Marc-André, lorsqu'on a fait notre avant-goût de la Ben oui. section S de la nationale, on a parlé de Jalen Carter, de sa situation contractuelle. Ben voilà, les Eagles l'ont récompensé avec un nouveau contrat. Si vous n'avez pas terminé l'écoute de cet avant-goût-là, d'ailleurs, vous pouvez avancer les 10 minutes de conversation qu'on a eues sur Jalen Carter parce qu'on a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 152 millions de dollars, dont 106 garanties, Didier. Il est le plaqueur le mieux payé de l'histoire. Il sera avec les Eagles jusqu'en 2031. On peut pratiquement dire qu'il va être avec les Eagles durant la totalité de sa carrière, ou du moins la totalité de de sa carrière où il sera quand même un bon joueur. Là. Mais c'est fascinant à quel point on a sorti le chéquier pour Jalen Carter. Est-ce que c'est mérité, Didier? Ben oui, c'est vérité. Parce que Jalen Carter, c'est un des plaqueurs les plus talentueux de la NFL. Moi, c'est une chose qui me dérange, c'est qu'il ne joue pas avec sa pleine mesure. Donne pas sa pleine mesure à chaque jeu par moment. Tu es un partisan des Eagles, puis tu le regardes jouer à toutes les semaines. Mais mon Dieu, qu'il est talentueux. Puis là, maintenant, avec cette prolongation de contrat-là, est-ce qu'il va jouer justement à la hauteur de son talent à chaque jeu? Tu sais, moi, c'est ça que je veux voir de Jalen Carter, parce qu'il a le potentiel d'avoir un impact similaire à celui d'Aaron Donald. Tu sais, je ne dis pas qu'il est dans la même catégorie, tu sais, parce que pour moi, Donald est dans une catégorie à part.
mais il peut avoir le même genre d'impact à toutes les semaines. Puis c'est ça, tu sais, il y a des semaines où on ne le voit pas. Je sais qu'il a été ennuyé par une blessure à une épaule l'année dernière, mais là, il n'y a pas d'excuse pour 2026. Je veux voir Jalen Carter être dominant semaine après semaine, comme les Jeffrey Simmons du côté des Titans du Tennessee notamment. Alors, tant mieux pour lui, prolongation de contrat, mais j'espère que là, ben, il va jouer avec effort à tous les jeux, là. Jalen Carter totalise 25 plaqués pour perte en 3 saisons. Il est le quatrième plaqueur défensif avec au moins 25 plaqués pour perte à ses 3 premières saisons dans la NFL. Les autres, Geno Atkins, Ndamukong et évidemment Aaron Donald. Donc, c'est une agréable compagnie. J'ai bien hâte de voir, Didier, ce qu'on va faire du côté des Eagles parce qu'on en a parlé dans le plus récent podcast. Il va falloir un jour signer Cooper DeJean. Il va falloir un jour signer Quinion Mitchell. Maintenant, on a investi plus de 230 millions pour l'intérieur de la ligne défensive des Eagles. Si on inclut Jordan Davis et son contrat de 3 ans et 78 millions de dollars. D'ailleurs, les Eagles ont 2 des 6 plaqueurs les défensifs les mieux payés de la NFL en ce moment. Ça va être un beau casse-tête pour Harry Roseman là, dans les années à venir. Oui, mais le plafond salarial augmente à tous les ans, hein. Ouais, c'est ça. Écoute, les équipes, c'est combien de milliards là, que la NFL a fait l'année dernière? Je crois que c'est près de 15 milliards en termes de revenus. Puis chaque équipe a reçu un chèque de 440, 445 millions de dollars, là. Donc, tu as déjà ce profil-là de fait, puis tu n'as même pas encore vendu un billet, tu n'as vendu aucun produit dérivé. Là, tu as déjà, tu sais, 440, 445 millions de dollars dans tes coffres. Alors, ouais, c'est ça. Je pense que ça va aider peut-être à solutionner ce problème-là là, lorsque viendra le temps de donner des prolongations de contrat à Quinn Mitchell et à Cooper de Jean, les deux qui ont été repêchés la même année en plus. Donc, ils vont vouloir un nouveau contrat en même temps. Alors, ce sera un petit casse-tête à solutionner pour le DG des Eagles de Philadelphie, Harry Roseman. Je le rappelle, il restait 2 ans de contrat à Jalen Carter. Si on inclut la saison à venir, il va ensuite signer sa prolongation de contrat. Il sera donc avec l'équipe pour les 6 prochaines saisons. C'est vraiment un mouvement important là, qui dicte justement là, l'avenir des Eagles au niveau de la défense. Les Browns ont donné une prolongation de contrat au demi-de-coin Denzel Ward de 2 ans et 62 millions de dollars. Il bat de 100 000 dollars, donc il est le demi-de-coin le mieux payé de l'histoire de la NFL. Il bat par 100 000 dollars le contrat que les Rams ont octroyé à Trent McDuffie. Oui, puis Denzel Ward, plus tôt au cours de la saison morte, une fois que les Browns ont échangé Myles Garrett, ben là, les journalistes étaient allés le voir puis lui avaient demandé ben écoute, est-ce que tu souhaites toi aussi être échangé? Puis lui, il avait dit non, moi j'aimerais ça continuer de jouer ici à Cleveland. On sait qu'il a joué son football universitaire pour les Buckeyes d'Ohio State. Ça sera vérifié, c'est natif d'État de l'Ohio. Mais bref, il ne voulait pas partir et puis il est un des meilleurs demi-coins de la NFL. Alors, du côté des Browns, on sait déjà des parties du meilleur chasseur de quart de la NFL en Myles Garrett, mais on ne voulait pas là, complètement ben, détruire notre unité défensive qui a du talent. On en a parlé lors de notre avant-goût de la division nord de l'américaine. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou regardé cet épisode, ben, on vous invite à le faire. Denzel Ward, c'est un des piliers de l'unité défensive de Cleveland. Alors, encore une fois, c'est une bonne chose pour lui d'être récompensé avec cette prolongation de contrat. Il avait été un choix de première ronde, puis il a vraiment livré la marchandise depuis que les Browns ont sélectionné au repêchage. Il est né à Macedonia, en Ohio. Tu avais raison, Denzel Ward. Ben voilà. Le bloqueur à droite, Reste à la maison. Le bloqueur à droite, Brian O'Neill, a signé une prolongation de contrat de 4 ans de valeur de 96 millions de dollars avec les Vikings du Minnesota. C'est un gars qu'on n'entend pas toujours parler. Brian O'Neill, il est peut-être inconnu pour plusieurs, mais il fait un boulot hautement efficace pour les Vikings. Un boulot hautement nécessaire, je te dirais même. Oui, parce que maintenant, que ce soit bloqueur à gauche ou bloqueur à droite, tu sais, c'est plus comme avant, là. Il y a 20, 30 ans, où vraiment, tu sais, la position de bloqueur à gauche, on dirait que c'est elle qui est la plus importante afin de protéger notre carrière, protéger l'angle mort du carrière. Mais les défenses ont évolué depuis. Tu as des équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles ont pris leur meilleur chasseur de quart, ben, elles le mettent de l'autre côté pour qu'il puisse faire face au bloqueur à droite. Alors maintenant, tu dois avoir deux bons bloqueurs, deux joueurs aux deux positions de bloqueurs qui sont en mesure de protéger le carrière. Brian O'Neill le fait bien. Alors, il a été récompensé avec cette prolongation de contrat et c'est mérité.
Jacoby Brissett, maintenant, obtient un nouveau contrat avec les Cardinals de l'Arizona, 1 an et d'une valeur de 15,5 millions de dollars. Il pourrait atteindre jusqu'à 21 millions de dollars avec des bonus de performance, Didier. Enfin, on a signé notre quart numéro 1 du côté des Cards. Et j'ai été étonné d'apprendre, Didier, que c'est lui-même, c'est Brissett qui négocie ses propres contrats. J'ai bien peur, par exemple, que ces bonus de performance, ben, il les atteindra pas. J'imagine que c'est pas des bonus. J'espère pour lui que c'est pas des bonus de performance de matchs disputés parce que moi, je pense que le plan, c'est de voir Carson Beck à un moment donné, puis ça se peut qu'il ne les atteigne pas, justement, ces bonus-là. Là. Ah, ça, on verra. Tu sais, peut-être que justement, les Cardinals, premièrement, ça aurait dû être réglé il y a longtemps. Là. Les Cardinals, Ouais. tôt durant la saison morte, eux-mêmes, ils avaient dit OK, Jacoby Brissett va être notre carrière partant en 2026. Ben, à ce moment-là, tu te dois de le rémunérer comme un carrière partant. Parce que lui, il avait un salaire de carrière réserviste. Alors, tu sais, c'était à eux de ne pas dire ça publiquement. Puis Brissett, ben, il avait raison, justement, de vouloir obtenir un nouveau contrat, surtout à ce stade de sa carrière. Tu sais, c'est possiblement sa dernière opportunité de faire ce genre de salaire-là. Puis encore une fois, c'est pas un salaire élevé en termes de carrière partant dans la NFL. Mais c'est ça les Cardinals. Tu sais, ils laissent toujours traîner les dossiers quand c'est pas nécessaire. Ça aurait dû être réglé. Ou je ne sais pas, c'est peut-être que du côté des Cardinals, si on voulait revoir Carson Beck lors du mini-camp, peut-être qu'on se disait, ben, on va voir, peut-être que Beck va nous montrer qu'il a le potentiel d'être partant dès cette année, puis on n'aura pas besoin de rémunérer, de donner un nouveau contrat à Jacoby Brissett. Mais bref, on en a parlé, toi et moi, durant la saison morte. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas donner une augmentation de salaire à Brissett. Voilà, c'est fait. Tant mieux pour lui également. La seule chose, c'est qu'étant donné qu'il n'a pas participé au mini-camp en raison de cette dispute contractuelle, ben, c'est qu'il ne connaît pas le cahier de jeu, il ne connaît pas, excuse-moi, le système du nouvel entraîneur-chef, Mike Lafleur. Alors, on n'a rien fait encore une fois pour s'aider du côté des Cardinals. J'ai bien hâte de voir parce que tu l'as mentionné, là, ça sera pour combien de matchs? Ça va être ça la grande question du côté de Jacoby Brissett. Puis c'est sûr que c'est un carrière-pont là, du côté des Cards parce que c'est pas la solution. Donc, je pense que ça a fait ce contrat-là a satisfait les deux parties, et les Cards et Jacoby Brissett. Il devrait redevenir le joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Et s'il amorce la saison pour les Cards, ce qui devrait à tout le moins arriver, il deviendrait le 12e quart depuis 1966 à amorcer une saison pour 4 équipes différentes au plus dans sa carrière. C'est quand même pas rien, ça. Ouais, ça veut dire qu'il s'est promené énormément aussi. Hein? Le quart des coachs maintenant, Daniel Jones, ça c'est une bonne nouvelle, dit qu'il est complètement remis de sa blessure à un tendon d'Achille. On sait qu'avec Daniel Jones au poste de quart l'année dernière, les Colts ont amorcé la saison 8-2 pour perdre ensuite 7 matchs pour conclure l'année. Donc Daniel Jones, qui est complètement rétabli, c'est une excellente nouvelle pour les Colts qui vont pouvoir compter sur un quart là, qui leur a rendu de fiers services l'année dernière. Oui, donc ça veut dire que Jones sera en mesure de prendre part au tout premier entraînement du camp du côté d'Indianapolis. Mais, tu sais, ça, c'est une chose. C'est le fait qu'il est remis de sa blessure, ça veut dire qu'il peut s'entraîner, puis que les médecins ne croient pas qu'il va aggraver cette blessure ou se blesser à nouveau. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'il va être aussi performant? Daniel Jones, sa carrière qui mise sur ses jambes. Tu sais, on l'oublie, là, sa carrière qui est mobile, il est en mesure d'être une double menace, en mesure de sortir de la pochette et d'acheter du temps. Alors, est-ce qu'il va être capable de le faire en revenant de cette blessure-là? Parce que qu'est-ce qu'on dit des blessures au tendon d'Achille? Généralement, ça prend 2 ans afin de revenir et d'être réellement à 100%. Alors moi, c'est ce que je vais observer de la part de Daniel Jones une fois que la saison régulière sera commencée. Est-ce qu'il va maintenir la mobilité qu'il a eue, qu'il a démontrée depuis le début de sa carrière? Mais aucun doute que c'est une bonne nouvelle là, pour les coachs, que Jones soit en mesure d'être présent, de participer aux entraînements dès le début du camp. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu certains changements là, du côté de l'attaque d'Indianapolis. Michael Pittman n'est plus là. Alec Pierce, il semble qu'il ne sera pas prêt à commencer le camp d'entraînement. C'est une année de vérité pour le DG Chris Ballard d'Indianapolis. Je ne pense pas qu'il peut survivre à une autre saison sans participation en éliminatoire. L'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, a été impliqué dans un grave accident de la route. On dit par exemple qu'il n'y a pas de danger qu'il manque la semaine numéro 1, mais c'est quand même de le voir en ce moment. Il est présent au camp des 49ers, mais il n'est pas à pleine capacité. C'est toujours inquiétant de voir
perturbant de voir ce genre d'événement-là arriver, Didier. Ouais, puis surtout que ça fait plus de 2 semaines là, qu'il a été impliqué dans cet accident de la route. Et puis là, c'est lors de la première journée du camp d'entraînement des 49ers que la nouvelle est sortie. Même les gens qui sont affectés à la couverture des activités quotidiennes des Niners n'étaient pas au courant. Les 49ers, tout ce que les Niners leur ont dit, c'est que ah bien, Kyle Shanahan ne sera pas disponible pour parler aux médias lors de la première journée du camp. Là, c'est là que ça a commencé à soulever des questions. Puis là, on a appris le pourquoi de tout ça. Puis tu as dit, tu sais, un grave accident de la route. Écoute, Kyle Shanahan a subi des fractures aux côtes, une fracture du nez. On dit qu'il a reçu une quarantaine de points de suture et que même il a passé proche de perdre un œil, l'usage d'un œil. Alors, c'est vraiment un grave accident de la route. En plus de ça, il a subi une très grave commotion cérébrale également. Alors, c'est ça, là, ça va pas bien de ce côté-là, mais heureusement, ça aurait pu être pire. Il aurait pu perdre la vie. Puis de ce qu'il a dit, c'est que, ben, c'est ça, il avait son cellulaire sur lui, sur sa jambe, pendant qu'il conduisait, son cellulaire est tombé. Là, il a essayé de le récupérer. Puis quand il est remonté, ben là, c'est là qu'il a vu un autre véhicule arriver. Il y a eu une collision frontale. Mais alors, écoute, c'est une bonne chose que personne n'ait perdu la vie lors de cet accident. Alors, on espère qu'effectivement, comme tu l'as dit, qu'il sera en mesure d'être sur les lignes de côté dès le début de la saison. Mais Kyle Shanahan, ça aurait pu être beaucoup plus pire, là, cet accident de la route. Alors, heureusement qu'il est toujours avec nous. Mauvaise nouvelle pour les Panthers de la Caroline, alors que le secondaire Nick Scorton a subi une blessure à un genou. Dès le premier jour du camp d'entraînement, sa saison est terminée. Il était supposé de former là, un duo dynamique avec Jalen Phillips, la nouvelle acquisition. Il faut rappeler que Nick Scorton avait mené les Panthers pour les sacs avec 5, mais en 8 départs la saison dernière. Donc, c'est une lourde perte pour les Panthers de la Caroline. C'est vraiment dommage. Parce que Scorton, c'est tellement un joueur prometteur. Tu sais, ça allait être seulement sa deuxième année. Il a été un beau choix repêchage en 2025 du côté des Panthers. Là, on est revenu à la case départ, Marc-André. Parce que comme tu l'as dit, tu sais, l'année passée, on avait Scorton. Puis là, via le marché des joueurs autonomes, une des priorités des Panthers, c'était de trouver un autre chasseur de quart pour le jumeler à Scorton. De là à l'arrivée de Jalen Phillips, ben là, on perd Scorton dès la première journée du camp. Là, on se retrouve avec un chasseur de quart de qualité uniquement en Jalen Phillips. Alors ça, c'est vraiment malheureux pour Scorton. Moi, j'avais hâte de le voir là, lors de sa deuxième année aux côtés de Jalen Phillips. Là, dès la première journée du camp, je me dis comment ça peut arriver. Comment tu peux avoir une grave blessure à un genou dès la première journée du camp? Dès la première journée du camp, on n'est pas supposé d'y aller nécessairement d'exercices intenses et tout. Alors, écoute, c'est vraiment malheureux. Il a vraiment joué de malchance. Pour le remplacer, la machine à rumeurs est partie. Peut-être donner un coup de fil à deux anciens Panthers, là, Javion Clowney, entre autres, ou à Hassan Reddick, pourrait peut-être venir pallier à cette perte-là, mais qui sont toujours disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Mais écoute, on s'entend, Ouais. là, rendu à ce stade-ci de l'été, c'est pas des joueurs étoiles là, que vous signez, c'est sûr. Non, c'est certain. Puis c'est du bois mort, là, rendu là. Tu sais, Clowney et Reddick, là, je pense. Je ne sais pas s'il en reste quelque Clowney a chose une grosse saison quand à même l'année offrir. dernière. Là. Grosse saison. Je dirais pas grosse Ben, saison, mais bonne c'est saison. quoi? Il était avec Dallas. Il était avec Dallas l'année dernière. Lorsqu'on l'a signé en cours de route, là, la saison était déjà commencée. Si je me souviens bien, il me semble, l'année passée. Parce que là, ça fait quelques c'était pas avec années les qu'il n'arrête pas de Saints. changer d'équipe à tous les ans. Ah non, les Non, c'est pas Cowboys, avec les t'as Saints, raison. avec Clowney. Non, c'est avec Dallas, ouais, c'est Non, non. ça. Là, ça fait quelques années qu'il signe à la dernière minute. Alors peut-être que ça va être ça. Peut-être qu'à la fin du camp, on va dire, ouf, on a vraiment besoin de chasseur de cartes. Peut-être qu'on va l'appeler. Mais c'est ça, là. C'est les restants des restants là, qui restent sur le marché des joueurs autonomes à ce temps-ci de l'année. 13 matchs, 8,5 sacs du corps quand même l'année dernière. Les Saints, j'ai Ah, quand jamais joué même. pour Ah, les ouais, Saints. OK. C'est vraiment pas mon matin, là. J'ai pas dormi beaucoup, puis ça paraît. Ouais. Non, mais c'est pas une euh, mauvaise idée. Peut-être que ça va être lui qui va être sur la liste d'urgence des Panthers à Caroline. Toutes les équipes ont des listes d'urgence pour toutes les positions. Si on a des blessés, quel est le meilleur vétéran, quel est le meilleur joueur autonome qui est toujours disponible? Alors écoute, avec 8 sacs et demi l'année dernière, comme tu viens de le dire, il doit se retrouver là, en tête de liste là, de plusieurs équipes. Alors, on verra. Mais c'est sûr que lui, il n'a aucun intérêt pour participer au camp d'entraînement dès le début. Là. Tu sais, des vétérans comme ça, c'est hey, appelez-moi là, une fois que le camp est fini, qu'on se prépare pour la saison régulière. Puis là, c'est ça. Là. Si tu peux éviter de participer à un camp d'entraînement en sortie de l'année, c'est une bonne chose. Mais pas juste ça, Marc-André.
c'est que si tu amènes un vétéran comme Clowney immédiatement, puis tu le mets sous contrat et qu'il se blesse, son contrat est garanti. Alors que si tu attends à le mettre sous contrat après la première semaine d'activité, bien là, le contrat n'est pas garanti. Alors, s'il se blesse après ça, tu ne vas pas lui devoir d'argent. Alors, il y a ça Hmm. aussi à prendre en considération dans l'équation. C'est un gars de la place aussi, natif de la Caroline du Sud, Oui, et évolué à ouais, l'université à à jouer à South South Carolina. Carolina. Oui, oui. Exact. Donc, Alors, ça ça pourrait pourrait être être son, un. son deuxième séjour avec les Panthers. Oui, exactement. Le plaqueur des Bucks, maintenant, Vita V, a demandé à être échangé. Il écoute la dernière année de contrat. Il écoute la dernière année, oui, de son contrat là, qui va lui rapporter 18 millions de dollars. Là, il voit Jalen, il voit Jalen Carter faire sauter la banque. C'est sûr qu'il commence à être un peu jaloux. Ouais, mais dans le cas de Vega, c'est pas une décision facile pour les Buccaneers. Là, il est âgé de 31 ans. C'est un joueur qui n'a pas nécessairement un impact contre la passe aussi. Là. Tu sais, il est en mesure de reculer la pochette. Oui, il est athlétique là, pour un bonhomme de 350 livres. Mais c'est pas la même catégorie tu sais, qu'un Jalen Carter ou qu'un Jeffrey Simmons. Par contre, écoute, on ne peut pas le déplacer. Hein. Contre le jeu au sol, on ne peut pas le reculer. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on l'a repêché, ben, les Bucks sont toujours une des meilleures unités défensives de la NFL contre le jeu au sol. Mais là, à 31 ans, tu sais, du côté des Bucks, est-ce que tu donnerais une prolongation de contrat de 2, 3 ans à Vita Vea? Tu sais, puis pour un joueur qui est là essentiellement pour arrêter la course, moi, je suis les Buccaneers, écoute, là, je lui laisserai écouler sa dernière année de contrat, puis après ça, il va devenir joueur autonome à la fin de l'année. Je pense que ça serait la chose à faire du côté des Bucks. Tu sais, les Bucks, on veut vraiment pas s'en passer, mais moi, je pense que c'est une technique de négociation. Mais si jamais il est à être transigé, sais-tu, Didier, quelle équipe a le plus d'espace sur la masse salariale en ce moment dans la NFL? Non, c'est quelle équipe? C'est les 49ers de San Francisco à 65 millions de dollars. 69 millions de dollars. Donc, je me dis que les Niners, ça pourrait être une belle destination pour Vita V, non? Oui, ça pourrait, parce que lui, il vient de la côte ouest en plus. Il vient de Ouais. la côte Il ouest veut aller américaine, justement alors aller peut-être qu'il jouer aurait un sur la intérêt. côte ouest. C'est ce qu'il a Oui, dit, en alors fait. peut-être que les Niners pourraient être intéressés à ses services, mais comme tu as dit, c'est moins de pression. Tu sais. Écoute, si l'équipe ne veut pas t'échanger, est-ce que Vita Vea va laisser son salaire là, faire la grève pendant toute l'année? Absolument pas. Il va être obligé de se joindre aux Buccaneers. Alors c'est ça, tu sais, le camp d'entraînement commence, je pense que ça doit être le conseil de son agent qui lui a dit, écoute, dis que tu veux être échangé pour essayer de faire bouger les choses au niveau des négociations. Mais réellement, les Buccaneers ont plein pouvoir. Quelles sont les options de Vita Vea? Il n'y en a pas, à part d'essayer là, de forcer les choses en demandant d'être échangé, mais il ne va pas commencer à faire la grève durant la saison régulière et puis à ne pas être rémunéré. Alors, il n'y a pas vraiment de pouvoir de négociation tant que ça là, de son côté. Je suis certain qu'on pourrait avoir beaucoup de changements dans les prochainement là, du côté des Buccaneers si ça ne fonctionne pas. Mhm. L'entraîneur-chef Todd Bowles est sur la sellette, qu'on dit, Vita Vea. Et Ouais. on a eu dernièrement aussi Baker Mayfield qui a dit qu'elle allait écouler sa dernière année de contrat, qu'elle n'allait pas négocier un nouveau contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, qui est même à l'aise à devenir joueur autonome ou à parier sur lui-même. Là. Donc, on pourrait voir, dès 2027, on pourrait avoir vraiment un visage bien différent du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Ça reste intéressant. Ça va être intéressant à voir, ça, c'est sûr. Oh, oui, oui, c'est une année de vérité à Tampa Bay là, pour Bowles. Puis tu viens de l'expliquer également pour Baker Mayfield en raison de la situation de son contrat. Donc, on va garder un œil là-dessus pendant toute la saison. Tyreek Hill, de son côté, dit qu'il n'a toujours pas retrouvé sa force dans sa jambe gauche. Il est en entraînement afin de revenir au jeu, mais là, ça, moi, je trouve ça inquiétant, le fait qu'il dit qu'il n'y a pas de puissance dans sa jambe gauche. On avait vu ça un peu dans le passé avec J.K. Dobbins, qui avait dit ça aussi, là, qui avait dit qu'il n'y avait pas de puissance dans l'une de ses jambes. C'est le deuxième receveur ou le deuxième joueur qui dit ça. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que la carrière de Tyreek Hill est terminée, Didier? La grande question. Bah, c'est fort possible. Tu sais, moi j'avais dit du moment qu'il s'est blessé, c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait lorsqu'il avait quitté en civière sur la voiturette, parce que, écoute, là, c'est pas un ligament, juste un ligament croisé antérieur là, qui s'est déchiré. Tu sais, il s'est disloqué le genou, il a déchiré tous les ligaments qu'il avait déchirés dans son genou, et il a même eu des nerfs d'endommagés, Marc-André. Tu sais, c'est vraiment une très grave blessure. À ce stade de sa carrière,
Et maintenant, dans la trentaine, puis c'est un joueur, naturellement, sa carte de visite, c'était quoi? Sa rapidité, à quel point il était rapide et explosif. Il ne sera plus jamais le même. Il est âgé dans la trentaine. Moi, je l'ai dit dès le départ que c'était fort probable qu'on n'allait plus jamais le revoir. Et puis, ben, c'est ça, là. Tu sais, ça fait quoi? Une dizaine de mois depuis qu'il s'est blessé. Il n'a toujours pas retrouvé la force dans sa jambe. Alors, ça augure mal, c'est vraiment dommage. J'espère qu'il a épargné, investi son argent, parce qu'on sait, là, il a quoi, une demi-douzaine d'enfants, là, si c'est pas plus, avec je sais pas combien de femmes. Ça doit coûter très cher en termes de pension alimentaire, là. Donc, je vais lui Hmm. souhaiter bonne chance, honnêtement, là, pour ses finances personnelles, mais je ne suis pas surpris en raison de la nature de cette grave blessure à un genou qu'il avait subie l'année dernière. Et finalement, les Bills ont dévoilé un troisième uniforme en vue de la prochaine saison. Hmm. J'imagine qu'on a une photo à montrer aux gens. Oui, 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 on a ça. Alors, si vous nous regardez via la chaîne YouTube, ou si vous ne le faites pas, on vous invite à le faire si vous n'avez pas vu le troisième Mais uniforme des Bills. Qu'est-ce que tu en penses? on Moi, je peut le trouve ça laid. Je décrire. trouve ça, honnêtement, là, On, c'est affreux. on peut le décrire pour les gens qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute audio, là. C'est un uniforme gris. Allez voir ça sur les réseaux sociaux avec un casque là, tout bleu avec un genre de ligne rouge et blanche. Et moi aussi. Ben moi, en général, Didier, là, les uniformes gris, je déteste ça. Les Lions, c'est la même chose. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Les Lions, c'est peut-être l'exception, tu sais. Mais à part de ça, en tout cas pour moi, je suis d'accord avec toi. Les uniformes gris, je trouve que c'est tellement un manque d'imagination, là. Tu sais, puis c'est pas beau. Je suis d'accord avec toi que, règle Les Tiger générale, Cats, c'est mis à laid part les aussi. Lions, je trouve pas ça beau. Ouais, ben ils le mettent plus, ça fait. Est-ce qu'ils le mettent Ben, une encore, leur chance. Ils uniforme ont gris? compris. Ouais, je pense qu'ils ont arrêté de le mettre. Ils ont arrêté de le mettre. Ouais, c'était pas fameux, mais c'était mieux que ça, personnellement. Je trouve que c'est mieux que le nouvel uniforme des Bills. Moi, je trouve ça laid. Le casque, c'est laid. La teinte de bleu avec la bande rouge. Non, 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 c'est. Non, Mais non, là, vraiment pas. là, je risque de te perdre dans ma référence, là. Mais te souviens-tu, je sais pas si tu as écouté les Power Rangers, là, mais il y avait toujours des espèces de Non. méchants qu'on appelait les Pewty Patrol au début. C'était comme gris comme ça, il y avait un masque gris, là, puis ça faisait... Là, tu sais, les Power Rangers, Comment? Comment le son, c'est quoi? Oui, Le son c'était... qu'il faisait? Ça Il sonne faisait comme ça une comme dinde. ça. Ça sonne comme une Ouais, ben, dinde. ça ressemblait un peu à ça. Puis les Power Rangers, Ah avant ouais, ok. d'arriver au monstre de l'épisode, battaient souvent très facilement cette espèce de gang-là qu'on appelait la Pewty Patrol. Puis c'était gris et noir comme ça, avec, écoute, moi je trouve ça archi-laid. Mais je me dis, Didier, qu'au fond, là, les Bills, ça fait tellement d'années qu'on n'a pas gagné de Super Bowl avec un bel uniforme. Aussi bien d'essayer autre chose. Non, mais pas ça. Essayer d'autres choses, je suis d'accord avec toi, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Pas cet uniforme gris-là. En plus, l'uniforme des Bills est beau. Tu sais. Ou pourquoi pas faire un uniforme rouge avec leur ancien casque, tu sais, le casque rouge Ouais. qu'ils ont porté une fois l'année dernière. En tout cas, bref, il y avait tellement d'autres options que ça. Tu sais, personnellement, je trouve, là. Mais bon. En tout cas, il va y avoir un nouveau stade. Ben, il y a un nouveau stade à Buffalo en plus cette année qui semblait être de toute beauté. Mais pour ce qui est d'uniforme, non, on a complètement raté ça, là, je trouve. On a reçu une question de Christian sur Spotify en terminant qui nous demande: Salut les gars, bon travail. Suis-je le seul à penser que les Vikings ont le meilleur trio de receveurs de passes de la NFL? On parle évidemment ici de Justin Jefferson, Jordan Addison et Jawan Jennings. Ah oui, c'est une très bonne question. Merci, Christian, pour ta question. Parce qu'on parle souvent tu sais, des duos. Ah, quelle équipe mise sur le meilleur duo de receveurs de passe de la NFL? C'est ce que sont les Bengals avec Jamar Chase et T. Higgins, les Cowboys de Dallas avec George Pickens et CeeDee Lamb. Mais là, en termes de trio, ça devient plus difficile, là. Tu sais, les équipes qui ont réellement trois bons receveurs. Les ailiers rapprochés sont de plus en plus utilisés aussi. Donc, tu sais, des fois, tu trouves des équipes avec deux bons receveurs mais le troisième receveur, la troisième option, c'est un ailier rapproché. Euh, écoute, je pense que Christian a raison. En termes de trio, ouais, c'est possiblement les Vikings. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je verrais peut-être les Broncos pour essayer de faire différent. Mais oui, je trouve que les Vikings ont un excellent trio. Les Broncos, maintenant, avec Waddle et Sutton, c'est un bon duo. Là, tu vas me dire, Mhm. Jefferson, si on compare Jefferson et Waddle, avantage Jefferson. Mais d'après moi, si on compare Sutton avec Addison, je donne l'avantage à Sutton. Par la suite, Jawan Jennings et un gars comme Troy Franklin, Pat Bryant ou Marvin Mims. Troy Franklin, l'année dernière, a quand même connu
de beaux flashs là, en cours de saison. Je ne sais pas à quel point Jauan Jennings est un receveur, comment dire, important lorsqu'il n'est pas le receveur numéro 1. On sait qu'il a connu lui aussi de beaux flashs avec les 49ers, mais c'était quand tout le monde était blessé. Donc, j'ai hâte de voir, mais tu sais, entre Troy Franklin et Jauan Jennings, c'est assez serré pour moi. Là. Ouais, je prendrais Jennings, étant donné qu'il est plus vieux, il a prouvé plus de choses. Franklin, ça reste à voir, il a un beau potentiel, mais non, c'est une bonne question, ça, de la part de Christian. Est-ce qu'on échappe un trio? Tu sais, les Rams, tu sais, je parlais des duos de receveurs des Rams avec bien sûr Puka et Devante Adams. Mais après ça, tu sais, on a nos ailiers rapprochés qu'on aime cibler du côté de l'attaque des Rams. Non, c'est Les ça. Packers, l'année dernière, on a échangé, on a laissé partir Romeo Doubs, puis on a Mhm. fait une transaction aussi, Wix. On avait comme un groupe de receveurs qui a une belle profondeur. Ou les Jaguars, Didier, on n'a pas oublié les Jaguars. Les Jaguars, c'est Oh, OK, intéressant attends aussi. là. Brian Ouais, là, on Thomas, parle de qui, là? Brent Thomas, ouais. Jacoby Myers, Euh, Parker Washington, Parker Washington. Ouais, Jacoby c'est Myers intéressant, ça. Ouais, 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 Jacoby Myers. Ouais, c'est et Travis intéressant. Hunter, même. Si on peut. Non, non, je ne mettrai pas Hunter. Hunter OK. a encore tout à prouver, là. Mais non, mais c'est intéressant quand même. Mais Thomas, tu sais, l'année dernière, ça a été une saison Ouais. tellement décevante de sa part. Puis là, on va voir s'il va être capable de rebondir. Je donnerais l'avantage aux Vikings, au trou des Vikings encore. Quoi qu'Addison OK. n'est pas fiable parce qu'il peut se faire arrêter à tout moment, là. Il y a ça aussi qui rentre dans l'équation. Mais Ouais. non, écoute, en tout cas, écrivez-nous. Si on oublie un trio de receveurs de passe, écrivez-nous aux gens là, qui écoutent, à nos auditeurs. Ce serait intéressant, mais pour l'instant, on va donner l'avantage à Christian et son trio de receveurs des Vikings. Bon, ben écoute, on va y aller et parler de Fantasy Football, Marc-André, parce que tu nous as préparé ta chronique ciblant les porteurs de ballon qui pourraient passer sous le radar, en fait. Qui passent sous le radar, ceux qui pourraient s'avérer être des flops, ceux qui pourraient éclore cette année. Bref, je te cède la place. On commence tout en parlant, ben, tu viens de mentionner son nom il n'y a pas longtemps, J.K. Dobbins des Broncos de Denver, qui a raté une bonne portion de l'année 2025. Qui a retrouvé la force dans sa jambe depuis. On pense que Ouais, J.K. la Dobbins, souhaité. on pense que J.K. Dobbins est vieux, mais il n'a que 27 ans, J.K. Dobbins. Et les Broncos, là, il n'ira pas nulle part. Il a signé un contrat de 2 ans d'une valeur de 16 millions de dollars, donc 8 millions par année. L'année dernière, avant de se blesser en 10 matchs, il avait récolté 772 verges au sol. C'était bon pour le 5e rang dans la NFL à la position de porteur de ballon. 7e pour les verges par course en 2025. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que J.K. Dobbins, il était bon l'année dernière avant de se blesser. C'est sûr que les blessures, ils font partie de sa carrière, mais là, en 2026, il court derrière l'une des meilleures lignes, sinon la meilleure ligne à l'attaque du circuit. Il est un porteur de ballon numéro 34, choix de fin de 7e ronde. Pourquoi? Parce que justement, on a R.J. Harvey, on a Jonah Coleman également, la recrue, qui pourrait avoir du terrain, mais je pense que on a besoin d'un gars comme J.K. Dobbins et même l'attaque des Broncos l'année dernière sans J.K. Dobbins et avec J.K. Dobbins, c'était complètement différent. Je pense que J.K. Dobbins a un impact considérable et je pense que justement les Broncos ont bien fait de le re-signer et parce qu'ils l'ont re-signé, je pense qu'il va être utilisé à outrance, spécialement sur les premières et deuxièmes essais. Je pense qu'à ce rang-ci, en 7e ronde, porteur de ballon numéro 34, J.K. Dobbins passe sous le radar et moi, j'y vois un grand intérêt pour le porteur de ballon des Broncos de Denver. Ouais, depuis le début de sa carrière, il a toujours été productif lorsqu'il est en santé et puis constamment blessé. Alors, c'est à souhaiter, ben oui, justement, qu'il pourra éviter les blessures. Puis, ben c'est ça, jouer à la hauteur de son talent parce qu'il le fait très bien depuis que les Ravens de Baltimore l'ont repêché. Mais malheureusement, à chaque saison, on dirait qu'il y a une blessure qui vient dérouter J.K. Dobbins. On en a besoin. Tu te souviens-toi du match éliminatoire contre les Patriots? On était incapable de courir avec le ballon. Puis on va voir que sur R.J. Harvey, ça va donner lors de sa deuxième année aussi. Là, c'est pour être plus productif qu'il a été l'année dernière. Maintenant, tu as un joueur qui est moins connu. Il s'agit de Mount Claiborne, des Vikings du Minnesota. C'est un peu mon Ja'Cory Krusky Merritt de l'année dernière. Là. Je pense que Ah, Demont Claiborne, c'est un peu ça. C'est un choix de 6e ronde, vous allez me dire. Euh, électrique de Mount Claiborne. 4-3-7 aux 40 verges. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que présentement, il est derrière Aaron Jones et derrière Jordan Mason. Ça, c'est un fait.
Par contre, Aaron Jones, on le sait, il est vieillissant et Jordan Mason ne capte pas de passe. Au camp des Vikings, en ce moment, Damon Claiborne reçoit des éloges de la part des entraîneurs à quel point il est rapide, il est habile, ses habiletés sont indéniables. Son défi, comme tout porteur de ballon recru, c'est évidemment en protection. C'est pas le plus gros, ça va être le défi parce que souvent les équipes, on le voit régulièrement, les porteurs de ballon doivent exceller en protection pour voir davantage de terrain. Il commence l'année comme porteur de ballon numéro 3 des Vikings, mais on s'entend, là, Aaron Jones, Jordan Mason, c'est pas les gros chars. Là. On est loin d'avoir un porteur de ballon vedette. Aaron Jones l'était peut-être avec les Packers, mais à ce stade de sa carrière, il est plus un complément Ouais. qu'autre chose. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Damon Claiborne pourrait éclore là, derrière ces gars-là. Et les Vikings, l'année dernière, on courait, le moyenne de verges par course d'équipe était de 4,5. C'était bon pour le 11e rang dans la NFL. Par contre, on ne courait pas beaucoup. 410 courses, bon pour le 27e rang, parce que justement, on n'avait peut-être pas les chevaux. Moi, je pense que Devon Claiborne, s'il connaît un bon camp d'entraînement, on pourrait le voir sur le terrain. Et advenant une blessure à Aaron Jones ou Jordan Mason, écoute, ça pourrait être l'année de la grande éclosion déjà pour Damon Claiborne. Il coûte absolument rien dans vos repêchages fantasy. Je vous dis même pas de le repêcher spécifiquement, mais peut-être c'est un nom à surveiller là, au camp des Vikings Ouais. durant le prochain mois. Ouais, définitivement un nom à garder en tête. On va voir de quelle façon il va se comporter lors du camp, lors des matchs préparatoires, parce que Aaron Jones, il est rendu à 31 ans, il va avoir 32 ans au mois de décembre. Puis, ben c'est ça, il rate des matchs à tous les ans, là, il y a des blessures et tout. Alors, oui, Demond Claiborne, on va garder ce nom-là en tête. Tu parlais, là, tu as lu les gens qui couvrent les Vikings, ont donné de bons commentaires à son endroit. Je sais pas si tu as remarqué, là, je sais pas pour toi, là, sur X, mais Stribling, le receveur de passe Ah oui, recru des 49ers de San Francisco, la machine, là, le hype machine, si tu me permets l'expression, est parti dans le cas de Stribling. C'est incroyable. Autant qu'on avait critiqué les Niners au mois d'avril lorsqu'ils l'ont repêché, puis là, tout le monde n'arrête pas de l'encenser. J'arrête pas de voir des vidéos de lui qui court des tracés de passe. Hey, Brock les camps viennent à Purdy. peine de commencer en plus. Ouais, Brock Purdy, t'as eu le commentaire élogieux à son Ouais, endroit aussi. ouais, il dit, je peux y faire confiance, il va avoir des ballons. J'étais comme, OK. Qu'est-ce qui est vrai? Il faut Ouais, toujours ouais. essayer de trouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas dans tout ça. Mais on dit même que Christian Kirk serait en danger peut-être de ne pas faire l'équipe, là, à cause justement que Stribling a l'air d'impressionner la galerie au camp. Écoute, j'ai jamais vu un joueur être intronisé au Temple de la Renommée à Kenton après 2 jours de camp d'entraînement, mais là, Stribling, il n'y a rien pour l'arrêter. Là, c'est incroyable. Tout le monde, il va Et de du, co- commentaires élogieux et à du, son co- endroit. et- et du côté des Cards, Marvin Harrison échappe des passes, mais Michael Wilson, par exemple, attrape tout ce qui vient vers lui. Donc, ça aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, on n'arrête pas de voir des vidéos de Marvin Harrison qui échappe des passes durant les entraînements des Cardinals. En tout cas, on est juste au mois de juillet là, pour ce que ça vaut, mais j'ai hâte de voir ça là, rendu en septembre, là, surtout dans le cas de Stribling. Là. Bon, maintenant, quel est ton porteur de ballon, tu crois, là, qui pourrait éclore là, cette année? Là? Au Marion Hampton, je pense que le choix est facile à voir avec justement l'arrivée de Mike McDaniels. On a vu à quel point ça a été bénéfique pour un gars comme Devon Chan par le passé. Marion Hampton, l'année dernière, plus de 17 points fantasy dans 4 matchs où il a joué au moins 79% des jeux. C'est un peu niché comme statistique, mais c'est pour vous dire à quel point que lorsqu'on lui donnait régulièrement le ballon et lorsqu'il était régulièrement sur le terrain, il était productif. La ligne à l'attaque, on l'espère, sera en santé toute la saison. Ça a été ça le problème l'année dernière du côté des Chargers. On avait perdu nos 2 bloqueurs à gauche et à droite. On a également fait des ajouts à la position d'aller rapprocher pour bloquer. On parle ici voyons, Caller, l'ancien des Ravens. Et on a été chercher un centre arrière Ouais. aussi en Ingold. Donc, moi, je pense qu'on a des plans de courir davantage au sol. Ça fait des années que Jim Mhm. Harbaugh dit qu'on veut courir. C'est un gars qui adore le jeu au sol. Je pense qu'on l'a peut-être pas fait assez à son goût l'année dernière. On a pris la mesure là, durant l'entre-saison pour le faire en cette année. Porteur de ballon numéro 9, choix de fin de deuxième ronde, mais je pense là, qu'au Marion Hampton, là, ça y est, c'est parti cette saison. La grande éclosion va arriver. Ouais, ça devrait, là, c'est un bel environnement pour lui, comme tu l'as si bien décrit, avec la ligne à terre. On est allé chercher un centre arrière. On dit que la force de Mike McDonald, c'est au niveau de ses schémas de jeu, de course. Alors là, pour Hampton, ben, j'ai hâte de voir ça, parce que ça a été un peu décevant l'année dernière. Tu as bien expliqué. Ça n'a pas vraiment été de sa faute avec la ligne à attaque et les blessures qu'il a eues aussi.
Maintenant, Cam Scadaboo, des Giants de New York. Euh, on a parlé de lui lors de notre avant-goût, oui, la section S de la nationale et de ses frasques à l'extérieur du terrain. Mais comme quelqu'un me l'a rappelé, je crois que c'était via YouTube, en tout cas, quelqu'un nous a écrit. Il disait, écoute, là, autant Scalaboo et Dart, tu sais, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut mettre la pédale douce là, avant de les critiquer? Je, je comprends. Tu sais, je trouvais que c'est une bonne observation de la part de ce partisan des Giants. Mais en tout cas, son saut périlleux arrière, là, il peut-il arrêter de faire ça? Tu sais, il s'est déjà cassé une cheville l'année dernière. Ça, c'est courir après le trouble, là. Mais je pense que Cam Scalebo, en ce moment, c'est une belle valeur. Et quand je parle d'éclosion et je parlais de gars qui pourraient ne pas livrer la marchandise, je parle toujours là, en termes de rang de sélection versus le rapport qualité-prix au niveau fantasy, évidemment. Je dis pas, vous allez voir tantôt, là, je dis pas que les joueurs sont des boss ou sont des flops en devenir, mais ce sont des flops par rapport au rang de sélection que vous sélectionnez ce joueur-là. Dans le cas de Cam Scalebo, j'ai d'autres statistiques pour vous parce qu'on en a parlé durant le dernier épisode. Ça a été le porteur de ballon numéro 7, donc dans le top 10 entre les semaines 2 et 7, avant qu'il se blesse, évidemment. Et les Giants de New York, Didier, l'année passée, 30 courses à l'intérieur de la ligne de 5. Ça, c'est dans le top 10 de la NFL. Ce que ça me dit, c'est si on revoit ce même genre d'efficacité-là à l'intérieur de la ligne de 5, et si on voit justement autant de courses, mais je pense que ça pourrait être très profitable à Cam Scalebo. Évidemment, on prévoit une attaque centrée sur le jeu terrestre, surtout avec Malik Neighbors, qui est un camp incertain pour le début de la saison. Il y a un groupe de receveurs quand même peu éloquent. Porteur de ballon numéro 22, choix de quatrième ronde en ce moment, Cam Scalebo, fin de quatrième ronde. J'adore Cam Scalebo à son rang de sélection actuel. Je pense qu'il pourrait être un porteur de ballon numéro 2 qui pourrait plaire à ses propriétaires fantasy en 2026. Tu as des joueurs, des porteurs de ballon que tu crois qui pourraient s'avérer être des flops là, en termes de fantasy football. On va commencer avec Trevon Anderson des Patriots, dont tu crois qu'il pourrait décevoir là, ses propriétaires. Fabian Anderson, c'est plus. La minute qui suit va être plus être un plaidoyer pour Ramondre Stevenson qui va m'amener à critiquer Hmm. un peu Travion Anderson. Ramondre Stevenson, l'année dernière, Didier, a tout simplement été meilleur que lui, point. Stevenson était cinquième pour les courses explosives de plus de 15 verges dans la NFL, pour le taux de plaqué raté forcé et pour les verges après contact par portée. J'ai été surpris de lire ça, à quel point Ramondre Stevenson avait été efficace dans ces situations-là, tandis qu'Anderson a été 32e pour les plaqués ratés forcés et 42e seulement pour les verges après contact. Ça n'a vraiment pas été facile pour la recrue l'année dernière. Également, Travion Anderson, on l'a vu, il y a eu également des problèmes en protection. Et on sait que Ramondre Stevenson, lui, excelle à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il a vu le terrain en éliminatoire, selon moi. Donc, moi, ça me refroidit dans le cas de Travion Anderson. Je pense que Ramondre Stevenson est là pour rester. Il sera encore le porteur de ballon numéro 1 lorsqu'on va avoir lorsque la charte des positions sera dévoilée à l'aube du match numéro 1. Travion Anderson, c'est un excellent joueur, talentueux, un joueur de deuxième année qui a des habiletés indéniables, ça c'est sûr. Mais porteur de ballon numéro 20 en ce moment, choix de quatrième ronde, je trouve que c'est chèrement payé pour un gars on risque peut-être là, de voir un partage du travail et je ne suis pas sûr même que le partage va être efficace, va être équitable. Je le vois même plus à l'avantage de Ramondre Stevenson en début de saison. Peut-être plus un choix s'il tombe en sixième ronde, il devient peut-être une belle aubaine, une belle option, mais en quatrième ronde, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Ouais, on va garder un œil là-dessus parce qu'on dit souvent la plus grande amélioration qu'on voit chez les joueurs, c'est de leur première à leur deuxième année dans la NFL. Tu sais, par particulier à la position de porteur de ballon, Anderson a eu des ennuis à obtenir du temps de jeu parce que, ben, c'est ça, il n'était pas capable. Il avait des problèmes au niveau de la protection. Alors, on va garder un œil là-dessus. Ouais, moi, j'ai hâte de voir ça. Lequel entre Henderson et Stevenson sera le plus productif pour les Patriots? Et Bucky Irving, un de tes favoris, là, puis tu crois qu'il pourrait ne pas répondre aux attentes cette année? Dis-moi pourquoi. Ben parce que, écoute, on le voit venir, là, les Buccaneers ont d'abord fait une signature importante, celle de Kenneth Gainwell durant l'entre-saison. Je pense qu'il n'est pas là pour autant. Mhm. On lui a donné beaucoup d'argent à Gainwell pour qu'il vienne et il va avoir du travail dans le champ arrière, donc ça va vraiment nuire à la production, c'est sûr, fantasy de Bucky Irving. En 2025, porteur de ballon numéro 28, porteur de ballon, pardon, numéro 18 en 10 matchs pour Bucky Irving et il a vu
une boîte défensive agressive contre le jeu au sol. C'est ma traduction de stack box. Seulement 7% du temps en Ouais. plus. C'était parmi les meneurs là, dans la NFL. Puis, on n'a pas été capable vraiment, Bucky Irving, de s'illustrer avec un si bas total de boîtes agressives contre le jeu au sol contre lui. Troisième plus bas total de verges par course à 3,4 dans la NFL. Porteur de ballon numéro 14 en ce moment, choix de troisième ronde. Je trouve que c'est audacieux pour Bucky Irving. J'aimerais peut-être pouvoir le repêcher une ou deux rondes plus loin. Là, il pourrait devenir quelqu'un d'intéressant. Mais à ce prix-là, avec même Sean Tucker qui lui a volé des courses dans la zone payante à la porte début l'année dernière, je trouve que Bucky Irving, là, c'est vraiment beaucoup trop cher pour moi en ce moment. À ce rang-ci, en troisième ronde, je trouve qu'il pourrait être un flop. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de compétition dans le champ arrière des Buccaneers de Tampa Bay. Puis comme on l'a dit plus tôt au cours de l'épisode, c'est une année de vérité là, à Tampa là, pour Todd Bowles et possiblement également pour Baker Mayfield là, si on ne lui donne pas une prolongation de contrat. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode du podcast. Je te remercie de ta collaboration. On remercie bien sûr Guillaume également. On vous remercie aux gens qui ont regardé l'épisode ou qui l'ont écouté. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et ben c'est ça. Écoutez, portez-vous bien d'ici au prochain épisode du podcast.